Le mot « défenestration » semble presque fantaisiste jusqu'à ce que l'on se souvienne qu'il signifie « jeter quelqu'un par la fenêtre ». N'importe quel endroit, avec du verre et de la gravité pourrait voir un tel destin. Mais Prague, la ville de contes de fées aux 1000 flèches, semble liée de façon unique à cette tradition mortelle. Au fil des siècles, les fenêtres de cette ville ont été des portails, non seulement vers les rues en contrebas, mais aussi vers des révolutions, des guerres et des mystères qui ont changé le cours de l'histoire européenne. La première chute, 1419. Notre histoire commence au début du XVe siècle. Imaginez la Bohême, alors joyau du Saint-Empire romain germanique, mais un royaume bouillonnant de discorde religieuse. Des décennies avant que Martin Luther ne cloue sa thèse à la porte d'une église, un théologien tchèque nommé Jean Hus défiait déjà la puissance de Rome. Il condamnait la vente des indulgences, ces coûteux certificats qui promettaient le pardon des péchés et un séjour écourté au purgatoire. Il insistait pour que la Bible soit lue en tchèque, et non pas isolée en latin. Et il exigeait que le clergé se réforme, se dépouillant de la corruption et de la richesse qui aliénèrent les croyants ordinaires. Ces enseignements se répandirent comme une traînée de poudre parmi une population tchèque avide de changement. Mais pour les autorités ecclésiastiques, Hus était une étincelle dangereuse. En 1411, il fut excommunié. Lorsqu'il fut attiré au concile de Constance en 1414, avec la promesse d'un passage sûr pour défendre ses opinions, il se retrouva au contraire enchaîné. Il fut déclaré hérétique et, en 1415, brûlé vif. Sa mort ne fit pas taire ses idées, elle en fit un martyr. Ses partisans, connus sous le nom de Hussites, bouillaient tandis que les tensions s'exacerbaient dans un royaume déjà fracturé par les papes rivaux et les querelles papales. En juillet 1419, Prague était une poudrière. Le 30 de ce mois, le prêtre hussite Jan Zelivski mena une foule furieuse à l'hôtel de ville de la nouvelle ville de Prague. Leur exigence, la libération de camarades emprisonnés. Ce qui se passa ensuite dépend de la chronique que l'on lit. Peut-être que des pierres furent lancées depuis les fenêtres, peut-être que des insultes provoquèrent la foule. Quoi qu'il en soit, quelque chose céda. La foule envahit la salle. Quelques instants plus tard, le bourgmestre de Prague, un juge et plusieurs conseillers furent saisis et jetés des fenêtres supérieures sur les pavés en contrebas. La plupart moururent sur le coup. Les survivants furent battus à mort par la foule qui attendait dehors. Ce n'était pas un acte isolé de violence. Ce fut l'étincelle qui alluma les guerres hussites. Un conflit brutal qui ravagea la Bohême pendant 17 ans, remodelant le paysage religieux et politique de l'Europe centrale. La chute oubliée, 1483. Avançons de 6 décennies. Les guerres hussites étaient terminées, et une paix fragile était née entre les hussites modérés, appelés utraquistes, pour leur croyance en la communion sous les deux espèces, et la noblesse catholique. Sur le papier, c'était un partenariat. En réalité, la méfiance persistait. Les catholiques murmuraient sur l'hérésie. Les hussites craignaient des purges. En septembre 1483, des rumeurs coururent, selon lesquelles les dirigeants catholiques prévoyaient de frapper les premiers, en purgeant les hussites des postes d'influence. Les Utraquis se décidèrent d'agir préventivement. Dans la nuit du 24 septembre, des foules prirent d'assaut les anciens et nouveaux hôtels de ville. L'histoire se répéta. Des conseillers furent saisis et jetés par les fenêtres dans l'obscurité. À l'aube, les hussites contrôlaient Prague. Leur coup avait réussi. Contrairement à la première défenestration, celle-ci ne déclencha pas de guerre. Des négociations suivirent et un équilibre précaire revint. Mais comme elle manquait de l'embrasement de sa prédécesseur, cet épisode glisse souvent entre les mailles de l'histoire, une répétition oubliée pour de futurs troubles. La chute entendue dans toute l'Europe, 1618. Nous arrivons maintenant à la plus célèbre des défenestrations, celle qui fit vibrer tout un continent. Au début du XVIIe siècle, l'Europe se remettait encore de la réforme protestante. Le royaume de Bohême avait atteint une sorte de détente religieuse. Les protestants et les catholiques partagèrent le pouvoir, leur droit garanti par la lettre de majesté, émise en 1609. Puis, vint Ferdinand II, un catholique fervent qui monta sur le trône de Bohême en 1617. Ferdinand ignora la lettre de sa majesté. Les églises protestantes furent fermées, les droits furent supprimés. C'était à nouveau l'heure de l'étincelle. Le 23 mai 1618, des nobles protestants marchèrent jusqu'au château de Rachani pour confronter deux gouverneurs royaux, Jaroslav Bořita de Martinique et Wilhelm Slavata. Leur secrétaire, Philippe Fabricius, était également présent.
Les nobles exigèrent des réponses sur leur liberté bafouée. Les esprits s'échauffèrent. Puis, comme si le destin lui-même avait écrit la scène, l'histoire répéta sa sinistre chorégraphie. Martinique fut saisi, traîné jusqu'à une fenêtre et projeté tête la première dans le vide. Slavata suivit, s'agrippant désespérément au cadre jusqu'à ce que sa main soit frappée. Fabricius, coupable seulement d'être présent, fut jeté ensuite. Les 3 hommes chutèrent d'une hauteur vertigineuse et survécurent pourtant. Les protestants affirmèrent qu'ils avaient atterri dans un tas de fumier. Les catholiques soutinrent que des anges avaient amorti leur chute. Quoi qu'il en soit, ils survécurent. Fabricius gagna même le titre ironique de von Hohenfall, signifiant « de la haute chute ». Mais la survie de ces hommes n'empêcha pas la catastrophe. Cet acte déclencha la révolte de Bohême, qui se transforma en guerre de 30 ans, l'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire européenne. Les armées ravagèrent le continent, des régions entières furent dépeuplées. En termes de pourcentage de vies perdues, cela reste la guerre la plus meurtrière de l'histoire allemande. La guerre prit fin en 1648 avec le traité de Westphalie. Ce traité n'apporta pas seulement la paix, il redessina les frontières et consacra le concept d'État-nation souverain, cadre qui façonne encore aujourd'hui la politique mondiale. La dernière chute dans l'ombre, 1948. Pendant des siècles, les fenêtres de Prague semblaient murmurer des histoires de foi et de pouvoir. Mais au XXe siècle, elles se lièrent à l'idéologie et à l'espionnage. Le matin du 10 mars 1948, le corps de Jan Masaryk, ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie, fut retrouvé sous la fenêtre du ministère des Affaires étrangères. Quelques semaines plus tôt, le président Edvard Beneš l'avait exhorté à rester en fonction. Malgré la prise de pouvoir communiste, Masaryk accepta. La version officielle parla de suicide, ou peut-être d'un accident, mais peu y crurent. Même sous le lourd rideau de l'influence soviétique, les rumeurs d'un assassinat persistaient. Après l'effondrement du régime communiste, de nouvelles enquêtes furent menées en 2004, 2019 et 2025. Chacune creusa plus profondément dans cette nuit. Le valet de Masaryk raconta avoir vu 3 hommes arriver tard dans la soirée. À travers la porte, il entendit la voix de Masaryk. « Je ne ferai pas cela pour vous. Je signerai tout, mais pas ça. Je ferai tout. Mais cela ne pourra arriver que par-dessus mon cadavre. » Les cris continuèrent pendant 1 heure. À 23h45, le valet fut congédié, dernier à voir Masaryk vivant. Qui étaient ces hommes? Que demandait-il? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent à dire que Masaryk n'a pas sauté. Il a été poussé. Promenez-vous aujourd'hui dans Prague, et vous serez enchanté par ses églises gothiques, ses façades baroques pastel, sa ligne d'horizon hérissée de flèches. On ne devinerait jamais combien de fenêtres ici ont été témoins de tournants historiques. Mais tandis que les pavés murmurent leurs secrets, une leçon demeure. Les fenêtres de Prague sont bien plus que de simples éléments architecturaux. Ce sont des seuils où pouvoir, foi et politique se sont heurtés, parfois violemment, laissant des ondes qui façonnent encore notre monde. Alors profitez de la vue, mais gardez une distance prudente du bord.